Alors, arrivé en fin de journée, au bout des nombreuses réflexions stimulantes présentées aujourd'hui sur la présence ou le retour des Amazones au 19e, 20e et 21e siècle, il n'est plus besoin de revenir sur l'origine du mythe, on en a suffisamment entendu parler, et les récits divergents, ni sur la représentation des guerrières sur des amphores ou divers autres objets. Aussi, je vais reprendre le fil d'Amazone, là où je l'ai abandonné ce matin, en m'interrogeant à partir de quelques exemples sur la rémanence de ces figures singulièrement plurielles en ce qui concerne leur figuration picturale et cinématographique. Ce faisant, je m'aventure dans des domaines qui ne sont pas tout à fait les miens, mais qui me permettront d'observer de biais les trois termes qui forment le sous-titre de notre colloque. Pouvoir, sacrifice, communauté. Je m'intéresserai moins aux techniques de représentation ou aux enjeux médiatiques qu'à l'apparition, à la rémanence et à l'effacement de certaines idées que l'imaginaire moderne et contemporain associe à l'Amazone, aux Amazones. Sous quel dehors sont-elles reprises et reconfigurées à un moment historique donné? De quelles idées sont-elles porteuses? Qu'est-ce qui reste des valeurs mythiques ou des valeurs mythologiques? Ce matin, j'ai ouvert le colloque par la description de la scène finale des Hunger Games. J'ai alors évoqué, à la manière d'une ekphrasis ou d'une hypotypose, le showdown entre Katniss Everdeen et le président Snow, en vous privant du visionnement de la séquence. Outre une tendance malicieuse que je reconnais, et compte tenu du temps limité propre à tout mot d'ouverture, il me semblait que la fin de la journée était plus propice à regarder cette scène qui place l'héroïne face à son adversaire, pendant que la nouvelle dictatrice et surtout tout le peuple de Panem ont les yeux rivés via les écrans de télévision ou live sur l'Amazone en marche. Ce qui ressort de cette scène est l'idée d'une Amazone victorieuse, mais qui mène en solitaire le combat final. Elle est seule dans sa confrontation avec l'ennemi suprême. Katniss est en permanence isolée dans les plans, en fait l'absence de son permettait mieux de voir l'image, malgré la masse de gens qui l'entourent. La contre-plongée du début solidifie sa position d'héroïne du peuple qu'elle représente si dignement. Les gens sont derrière elle, ils la soutiennent, bien que ce ne soit qu'un élément flou du décor. La protagoniste est ainsi placée en plein centre du conflit qui sera finalement réglé par un coup de flèche. Si à ce moment hautement dramatique, vous ne l'avez pas entendu mais vous l'avez vu, je vais insister là-dessus, l'on est capable de détourner notre attention de l'Amazone, on constate alors un effet cinématographique similaire pour la présidente. La contre-plongée produit toutefois l'effet contraire, ancrant Alma Coin dans son rôle de nouvelle dictatrice qui se place au-dessus de son peuple. Comme Katniss, elle aussi est isolée dans les plans où la caméra est dirigée vers elle. Mais contrairement à Katniss, la présidente n'a pas une masse de supporters derrière elle. On voit plutôt un mur de béton gris orné de 5 drapeaux bleus de Panem. L'ambiance de la mise à mort de Snow est solennelle, comme il se doit pour toute scène d'exécution. Le caractère majestueux est contaminé, on dirait, par un malaise dû à la disposition de la scène. La nouvelle présidente occupe l'endroit où se tenait l'ancien dictateur, tandis que Snow est placé à la même hauteur que Katniss. Le chant, contre-chant entre Snow et Katniss cimente le conflit de la trilogie Hunger Games. Dans la scène de rencontre des deux ennemis, tout ce qui les entoure n'a plus d'importance. La résolution du conflit se trouve entre eux. Nous assistons à la confrontation du pouvoir et du contre-pouvoir. La protagoniste sort, comme je viens de le dire, victorieuse de ce jeu qui n'en était pas un. À force d'avoir relevé des défis parfois surhumains dans les épreuves, elle s'avère un digne avatar de ses ancêtres, les Amazones antiques, jamais pourtant évoquées explicitement dans le film.
À leur instar, elle incarne la combativité guerrière dont la démonstration ultime vient d'avoir lieu. Une fois de plus, elle a fait preuve de courage et de combativité exemplaire. Mais Katniss Everdeen n'évolue pas au sein d'une communauté de guerrières, elle en est même privée. S'il est vrai que tout au long de la trilogie pour le roman et de tétralogie pour le film, elle n'est pas seule dans l'absolu, ses alliés n'appartiennent pas à un groupe de femmes unies par les mêmes valeurs, par un esprit de combat, lorsque la communauté est menacée par la société des hommes. Malgré un certain nombre de sacrifices et de pertes humaines, l'héroïne réintègre la cité, le district 12, comme vous le savez sans doute, et elle y fonde même une famille aux côtés de Peeta Mellark, lui permettant de retrouver une vie normale, de guérir de ses blessures psychologiques. Remontons dans le temps, vers le début du XXe siècle, pour aller à la rencontre de l'Amazone blessée, tableau de Franz von Stuck, que Pascal Jouby et moi avons choisi parce que nous y voyions réunis plusieurs aspects qui nous intéressaient à propos de la problématique du colloque. Le peintre allemand, membre de la Sécession de Munich, propose ici un gros plan sur l'une des guerrières qui vient d'être blessée dans le combat mythologique contre les centaures. La blessure se situe au niveau du sein droit, juste en dessous, pour être précise, et non au cœur. L'Amazone semble vouloir arrêter la perte de sang, même si elle sent sans doute qu'elle succombera à la blessure. Une autre combattante, au teint livide, gisant dans le bas droit de l'image, signale le sort qui attend l'héroïne. Elle a beau se protéger grâce à son immense bouclier rouge contre toute nouvelle attaque, la couleur rouge a déjà commencé à déteindre sur le haut du bras et l'épaule gauche. Son destin est scellé, comme par ailleurs celui de ses consoeurs. La communauté des Amazones ne saura vaincre les centaures, ni, de manière générale, la société des hommes. Nous le savons depuis les récits anciens d'Hérodote et de Diodore de Sicile, transposés sous forme de motifs décoratifs sur des vases ou des sarcophages, comme ici un autre exemple. Donc, elles ne sauront vaincre qu'en pour mieux rappeler sans cesse aux Grecs, par les textes et à travers les images, que la suprématie du sexe féminin est de l'ordre de l'impensé, que le pouvoir ne peut leur appartenir et que les dieux punissent celles qui font preuve de hubris. La reprise du motif de la défaite des Amazones par Stuck ne fait que rejouer pour la énième fois, en ce début du XXe siècle, que l'idée du combat des Amazones est vain, qu'il ne faut pas se lancer corps et âme dans la guerre contre les hommes. Face à cette représentation de 1903, nous ne pouvons nous étonner du fait que les Amazones ne sont pas parvenues à faire flèche de tout arc, que leurs moyens n'ont pas suffi pour résister à la force des centaures. Une question subsiste pourtant. Dans cette vision du peintre symboliste, les Amazones n'auraient-elles pas été aussi agiles, ni aussi habiles avec les armes que leurs adversaires, parce qu'elles seraient restées femmes après tout, malgré tout? Aurait-il fallu sacrifier non seulement la vie en société, mais aussi le sein droit, cette partie du corps féminin pointée impudiquement vers le spectateur, ayant empêché éventuellement le maniement rapide de l'arc, qui aurait permis justement d'achever l'adversaire avant que l'Amazone ne soit touchée, elle, par une flèche. Plus que toute idée liée à la suprématie d'un sexe sur l'autre, ou à la quête du pouvoir qu'auraient voulu s'arroger les guerrières, Die verwundete Amazone place au cœur de la figuration dramatique la question du sacrifice, au nom d'un idéal sororal. Car le bouclier rouge ne protège-t-il pas également, et ce au-delà de la mort,
l'intégrité du visage de l'Amazone trépassé contre d'autres flèches. Et ce bouclier rouge, comme une lune de sang, tel qu'on a pu l'observer surgir dans la Salomé d'Oscar Wilde, ne sert-il pas aussi d'élément séparateur entre l'avant-scène guettée par la mort et l'arrière-scène où l'on assiste à la poursuite du combat? S'il y a rémanence de nombre d'idées reçues en matière d'amazonomachie, il émane de ce tableau quelque chose de moins souvent transmis d'une époque à l'autre. Une Amazone blessée peut en cacher une autre, protéger les autres qui continuent de se battre. La dite belle époque à laquelle appartient la toile de Stuck, bien que dans l'imaginaire allemand il ne soit pas coutume d'employer ce terme pour désigner la période du tournant du siècle, la plus ou moins belle époque donc, regorge d'Amazones en tout genre, notamment dans les magazines, les revues et sur les affiches publicitaires que les contemporains trouvent un peu partout en ville. La plupart des images déclinent sous diverses facettes la femme nouvelle, variante française de la New Woman et de la Neue Frau. Voici quelques exemples propices à appuyer le propos sur l'Amazone comme avatar moderne light de la guerrière, c'est-à-dire la femme en quête d'émancipation, de libération de ses corsets vestimentaires et psychologiques. Regardons donc rapidement quelques images comme celle-ci. Dans cette publicité pour les bicyclettes Liberator, on présente un nouveau type de femme sur le mode ironique, en digne héritière de Vercingétorix, ce roi Arverne qui a été vaincu par Jules César, je vous le rappelle au cas où vous auriez oublié votre cours d'histoire. Le cheval est troqué contre un cycle. Catherine Blais nous a montré ce matin cet échange entre le cheval vers la bicyclette et surtout en faveur de l'automobile. Donc le cheval est troqué contre un cycle et l'arche et la flèche contre une épée surdimensionnée à hauteur de femme. On se demande comment la Veloci Woman, comme on l'appelle dans la critique, pourra tenir son arme une fois montée en selle. Cette Amazone paradoxale, tiraillée entre l'archaïque et le moderne, saura-t-elle mener le combat, rejoindre assez vite ses consoeurs pour défendre la communauté? On dirait que le choix de moyens de transport modernes semble incompatible avec l'idée de partir au combat. Et que dire de toutes ces Amazones coquettes, visiblement plus préoccupées par leur joli look en russe de guerre, comme dans le Fantasio, par le sourire à la Joconde lorsqu'on est monté en Amazone, tel que publié dans le Sourire, ou qu'on se doit de maintenir une apparence féminine lors d'une chevauchée loin du foyer. Ce sont de drôles de rappels, très lointains, de la figure mythologique et de la figure mythique, qui permettent au périodique satirique Fantasio et le Sourire de se moquer gentiment d'un nouveau modèle féminin associé à une certaine masculinisation dont nous avons beaucoup parlé ce matin et surtout associé à la conquête de l'espace public. Dissociées de leurs consoeurs, ces figures solitaires ne représentent pas vraiment une menace. Le cas est un peu différent dans la gravure Un corps d'Amazone sibérienne. Patrick Bergeron nous a parlé de ces Slaves ce matin à propos d'un texte Sarkar Mazok. Donc le cas est un peu différent dans cette image ici, qui renvoie à une Sotnia de 53 combattantes cosaques s'exerçant dans la plaine de Nikolsk ou Sourisk, prêtes à intervenir dans la guerre russo-japonaise. Bien plus proche de l'imaginaire des Amazones antiques que des femmes nouvelles françaises, cette armée aurait de quoi inquiéter le lecteur du Petit Journal si les écuyères cuirassées décidaient de quitter leur Sibérie natale. Bien que ces jolis Cosaques, je cite le texte, personnifient à merveille le type de la vaillance et de la force unis à la grâce
et à la beauté. Fin de citation. La banalisation de la tribu Amazon ne change guère dans l'entre-deux-guerres avec l'apparition de la garçonne et de l'automobile. Toujours aussi frivoles, sinon plus que leurs consoeurs du début du XXe siècle, elles ne savent de surcroît même pas conduire cette machine, synonyme de liberté, de vitesse et de traversée de l'espace. Mais comme nous le constatons, elles sont désormais trois. Les jeunes automobilistes en modernes Amazones, qui poussent vers le large les vieilles baigneuses, appartiennent décidément à un autre modèle féminin. Trois automobilistes en Amazone font-elles toutefois le printemps? Ou la guerre contre l'ancien ordre moral? Sans doute pas. La grande guerre est terminée, le mot d'ordre des années folles est l'amusement. Il reste si peu des Amazones, l'idée de groupe, le moyen de transport, un petit côté aventurier, légèrement frondeur. Retournons voir à nouveau du côté de la peinture. La figure de l'Amazone est pleinement ressuscitée dans plusieurs toiles de la peintre américaine Roman Brooks, qui date à peu près des mêmes années que les automobilistes qui foncent dans la mer. Alors, il était déjà question ce matin également et tout à l'heure dans la communication qui précède. De l'autoportrait à Una Lady Troubridge, en passant par Peter, a Young English Girl, nous sommes face à ce que l'opinion publique des années 1920 désigne comme les Amazones de la rive gauche, ces expatriés ayant abandonné leur pays d'origine pour s'installer à Paris, y animer des salons et réinventer de nouveaux modèles de vie, souvent loin de modèles hétérosexuels. Dans les milieux de la rive gauche, l'Amazone devient synonyme de lesbianisme. Les garçonnes, comme dans cette photographie de Lartigue, se tiennent volontiers en groupe. Elles arborent le look et la coupe garçonne. Elles fument et elles conduisent l'automobile. Dans ces années de confusion sexuée et sexuelle, il arrive qu'elles forment une véritable communauté. Pour preuve, cette prise nocturne réalisée par Brassailles, au bar Le Monocle, où les Amazones se confondent, où la guerre n'a pas lieu d'être. L'idée du retrait du monde des hommes est ce qui structure également les premières séquences du film Wonder Woman de Patty Jenkins, qui présente en ouverture des images idylliques de Themyscira, l'île des Amazones, où elles auraient trouvé refuge en assumant le rôle de gardienne de la paix après de longs combats contre Arès et Hériclès. Transposée en pleine Première Guerre mondiale, Wonder Woman, que vous avez sans doute tous et toutes vu, est construit autour de l'idée centrale d'une communauté de guerrières menée par la reine Hippolyte et sa sœur Antiope. Si la première est convaincue que l'isolement sur l'île est le meilleur garant de la paix, la seconde mise sur l'entraînement constant des troupes. La princesse Diana, fille d'Hippolyte, est prise entre les deux manières de gérer la société amazonienne. J'avais prévu qu'on regarde un bref extrait ensemble pour constater de quel côté penche l'Amazone. Donc je vais juste vous montrer le tout début, simplement pour que vous voyez de quel côté elle penche, parce qu'elle est davantage attirée par le combat. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion entre sœurs qui donne raison à Antiope et qui finit par convaincre sa sœur, la reine des Amazones, que la meilleure protection contre le dieu de la guerre est l'entraînement impitoyable de Diana, de manière à faire d'elle une super, voire une supra-Amazone, plus forte et puissante que toutes les autres, plus apte à défendre les idéaux de la communauté des femmes. Mais ce ne serait pas un film, un grand public, si le spectateur n'avait pas droit à une belle histoire d'amour. Je ne m'y attarderai pas pour privilégier l'aspect de la puissance
et des forces unies dont témoignent les Amazones lors de l'attaque de l'île par des soldats allemands. Alors voilà, c'est le même problème qu'on a. En fait. Je voudrais vous montrer donc cette idylle, ce paradis, cette île paradisiaque qu'on voit ici dans l'extrait. Et vous voyez donc l'amoureux, le soldat américain qui a été parachuté ici et qui va former un couple avec Diana, et ils vont essayer donc de se battre contre les méchants Allemands qui mènent la guerre, évidemment. Alors là, vous voyez le déploiement des Amazones contre les Allemands, qui sont quand même en minorité, mais c'est eux qui vont vaincre. Bon, alors on assiste, en fait, je vous invite à le regarder, peut-être si vous avez oublié de quoi il est question dans Wonder Woman. On assiste à de merveilleuses prouesses de la part de toutes ces Amazones-là qui s'avèrent vraiment des guerrières exemplaires. Deux époques éloignées dans le temps, l'une archaïque et l'autre moderne, deux cultures guerrières et deux langues s'affrontent dans cette scène de guerre. Le nombre et le courage, ni les prouesses acrobatiques des Amazones, à la manière des kung-fu, ne suffisent tout simplement pas pour contrer les balles de fusil des bad guys. Antiope, blessée par une balle qu'elle intercepte, succombe au combat. Elle se sacrifie pour maintenir Diana en vie. C'est elle qui partira se battre contre les Allemands menés par Arès, comme l'imagine la candide Diana. Aussi hollywoodien que le scénario de Wonder Woman puisse paraître, j'y retrouve l'imbrication des trois valeurs fondamentales qui constituent les piliers de l'imaginaire amazonien. Le pouvoir entre les mains des guerrières, le sacrifice des idiots pacifiques, dans le cas d'Hippolyte, et de sa vie, dans le cas d'Antiope. L'idéal de l'être ensemble au sein d'une communauté de femmes. L'histoire d'amour entre Diana et Steve Trevor, cet officier américain qui échoue sur l'île, n'est qu'accessoire. Elle sert de décor à une scénographie de la résistance au pouvoir usurpateur de l'armée allemande, synonyme de virilité. Et je conclus. On dit que le hasard fait bien les choses. Le 30 août dernier, j'ai dû me rendre au palais de justice de Montréal pour une affaire de témoignage. En descendant à la station de métro Place d'Armes, donc je n'invente pas, je ne fictionnalise pas, je vous dis, le hasard fait bien les choses. Lorsque les portes du wagon s'ouvrent, je me trouve face à une affiche qui me rappelle aussitôt notre colloque. La jeune femme en monture de guerrière ressemble à Katniss Everdeen. Même aplomb, sinon plus, dans la posture et le regard droit devant elle. Mêmes outils de combat, un arc et des flèches. Ceux qui jouent avec le dispositif d'une affiche de film, y aurait-il une suite des Hunger Games dont j'aurais raté la sortie, s'avère, à bien y regarder, une campagne de recrutement de jeunes volontaires âgés de 18 ans et plus qui ne prennent aucun médicament. Quel rapport peut-il y avoir entre la référence explicite à l'un des films cultes des années 2000 et le laboratoire Algorithme Pharma qui promet un avenir héroïque à ceux qui se prêtent à des études cliniques? Aucun ou si peu. Ce qui émane de l'affiche publicitaire et ce qui rémane aujourd'hui de l'imaginaire des Amazones tient en un lien ténu. Il se résume à l'héroïsme mis au service de la recherche pharmacologique. Mais ce qui paraît encore plus stupéfiant est le fait qu'à l'époque contemporaine, le courage et l'héroïsme soient associés à la jeune protagoniste des Hunger Games, en faisant l'impasse sur la figure de référence mythologique. Les guerrières de jadis sont désormais remédiées par la téméraire Katniss Everdeen de naguère.